Parmi l'ensemble des politiques publiques proposées à travers ce budget, j'aimerais mettre en avant deux d'entre elles qui concernent l'émancipation de nos enfants et l'adaptation de notre espace public aux enjeux climatiques. En votant ce budget, le conseil municipal validera le recrutement de 15 ATSEM supplémentaires à la rentrée de septembre, portant à 45 le nombre de postes créés depuis le début de mandat. Nous avançons rapidement vers l'objectif que nous nous étions fixé lors de nos engagements de campagne, de doter d'une ATSEM chaque classe de moyenne section de maternelle. J'ai eu l'occasion de le dire et Mamadou Kouré ainsi que certains d'entre vous l'ont rappelé, l'éducation non sexiste doit commencer dès la crèche, ce que nous tentons de faire notamment avec les processus inaugurés de formation des intervenantes et des intervenants dans nos crèches maintenant depuis plus de 8 ans. Côté investissement, 16 millions d'euros seront consacrés à la rénovation de notre patrimoine scolaire et à l'agrandissement ou à la construction de nouvelles écoles. Je pense à l'opération pour le groupe scolaire Guy Motquet et Étienne d'Orve de plus de 8,5 millions d'euros, mais aussi au lancement de la construction d'une nouvelle école dans le Haut-Montreuil. C'est aussi une part importante des écoles de notre ville qui bénéficieront de travaux d'isolation thermique pour réduire notre consommation énergétique, de réparation et de travaux d'embellissement par les agents de l'atelier municipal. En votant ce budget, le conseil municipal validera également plus de 15 millions d'euros consacrés à la rénovation et à l'aménagement de nos espaces publics. Nous sommes déterminés à entamer les transformations nécessaires afin de faire de Montreuil une ville adaptée pour ses habitantes et ses habitants au réchauffement climatique. Nous élaborons une stratégie en termes de végétalisation, de création d'espaces de fraîcheur, de désimperméabilisation des sols partout où cela est possible et de création de nouveaux espaces verts dans le bas et dans le Haut-Montreuil. Nous poursuivrons, disais-je, la désimperméabilisation de places de stationnement et nous poursuivrons avec Est Ensemble la plantation de nombreux arbres partout dans la ville, partout, à la fois sur les grandes artères, mais aussi sur les artères moyennes et sur les petites artères. Ce sont, je pense, près de 1000 arbres qui seront plantés lors de la prochaine saison, allant de novembre 23 à mars 2024. Je signale pour les habitantes et les habitants qui, comme moi, il y a quelque temps, ne le savaient pas, mais il y a bien une saison de plantation des arbres au moment où il fait un peu plus frais et où donc la sève est descendue. Et c'est donc pour cela que vous verrez des espaces destinés aux plantations, des fosses, qui ne seront pas remplies alors qu'elles seront creusées peut-être en juin ou en juillet pendant les travaux d'été, mais elles seront bien plantées lors de la saison qui commencera en octobre prochain. Nous voulons ainsi créer les conditions qui permettent aux Montreuilloises et aux Montreuillois de bien vivre dans 10, 20 ou 30 ans, malgré la hausse importante des températures. Par ailleurs, nous reconduirons le dispositif de proximité, allouant la somme de 1 million d'euros aux antennes de quartier permettant de régler les problèmes récurrents et quotidiens rencontrés dans l'espace public par les habitantes et les habitants de notre ville. Nous allons donc examiner maintenant la présentation du budget primitif pour l'exercice 2023. Une fois encore, je vais revenir sur le contexte économique qui a un impact majeur sur cette préparation budgétaire. L'inflation qui sévit en France a pour origine, nous avons une tension sur l'approvisionnement en énergie de l'ensemble de la zone euro, due à la guerre en Ukraine, mais aussi à des comportements spéculatifs qui accentuent cette difficulté d'approvisionnement en énergie fossile.
L'indice des prix à la consommation, qui est produit par l'INSEE, montre que c'est l'ensemble de notre économie qui est touché par cette inflation. S'ajoute à cela, comme je l'ai dit, l'augmentation du SMIC et du point d'indice, qui lui aussi sera répercuté en année pleine sur ce budget, mais aussi une inflation importante sur le prix des matières premières, ainsi que le relèvement des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne. J'y reviendrai ultérieurement. Cette crise économique touche donc tous les secteurs, ce qui démultiplie ses effets sur nos finances locales. Quelques mots sur les différents dispositifs de la loi de finances 2023, puisqu'on avait un peu anticipé le débat sur le compte administratif. Nous sommes de fait exclus de la plupart des dispositifs de soutien énoncés dans cette loi de finances, au motif que notre situation financière est saine, et pas seulement parce que nous avons augmenté la taxe d'habitation. Dans le même temps, la suppression de la contribution de la valeur ajoutée des entreprises à la CVAE va une fois de plus exempter les entreprises de toute contribution à l'investissement local, même si cela se fera de façon indirecte, puisque cette CVAE était perçue par la métropole du Grand Paris. L'ensemble de nos partenaires institutionnels subit, comme nous, les décisions gouvernementales. Cela crée un effet domino qui est dommageable pour notre investissement dans le cadre du cofinancement de nos investissements. Sur cette question, le libéralisme qui prévaut dans les décisions gouvernementales affaiblit toujours plus la part du tissu économique aux finances publiques. J'avais exprimé lors de la préparation du rapport d'orientation budgétaire des inquiétudes quant à l'actualisation forfaitaire des valeurs locatives. Cette actualisation sera de 7,1% pour 2023 et s'appliquera sur la taxe foncière. Elle aura donc pour effet d'alourdir le niveau d'imposition de l'ensemble des contribuables. Dans le cadre des mesures concernant les collectivités locales, nous devrions enregistrer une légère augmentation de nos diverses dotations, que ce soit la DGF, la DSU, et une stagnation des fonds de péréquation, tant nationaux que régionaux. L'autre élément que je voulais souligner issu de cette loi de finances est la création d'un fonds vert de 2 milliards d'euros. La ville a déjà déposé différents dossiers pour capter une partie de ces subventions pour appuyer ses dépenses d'investissement, notamment concernant la rénovation énergétique de nos bâtiments. Enfin, le passage à la nomenclature M57, puisque nous parlons du document qui a été fourni. Si elle peut apparaître comme une énième réforme administrative comptable, elle n'en a pas moins une répercussion sur nos finances, puisque c'est 3 823 118,13 € qui devront être inscrits en dépenses d'investissement afin de respecter cette nouvelle nomenclature. Cette écriture diminuera le résultat comptable en fin d'exercice. On le voit, l'ensemble de ces éléments rend difficile, une fois de plus, cher Choukri, cette construction budgétaire. Mais il faut encore ajouter à cela, l'absence de visibilité sur les recettes. Les bases fiscales prévisionnelles n'ont été notifiées à la ville que le 13 mars 2023 et se révèlent en plus inférieures à nos prévisions, puisque nous enregistrons une baisse de 700 000 € dont nous attendons encore l'explication. L'ensemble des dotations, qu'il s'agisse donc de la DGF, de la DSU, de la DUP ou encore les divers fonds de péréquation que sont ceux d'Île-de-France ou ceux nationaux, n'ont toujours pas été notifiés à la ville. Le budget donc 2023 s'appuie sur des prévisions, tant en dépenses qu'en recettes. De nombreuses incertitudes, je l'ai dit, les taux d'intérêt, la conjoncture économique, mais aussi les décisions gouvernementales à venir, concernant par exemple
l'hypothétique augmentation du point d'indice rende incertaine l'exécution de ce budget. Et nous devrons très certainement avoir recours à une décision modificative importante à la fin de l'exercice. Au total, nos recettes de fonctionnement devraient augmenter de 6 millions d'euros. Cette évolution est due essentiellement à la fiscalité locale, j'en ai parlé, 7,1% qui seront prélevés dans les poches des contribuables. Les autres recettes, tant en dotation qu'en péréquation, restant quant à elles à peu près stables. Les droits de mutation, vous savez, ces droits que nous touchons à chaque vente de biens sur notre ville, ont marqué le pas en 2022. Nous avons inscrit une stabilité de ces recettes à hauteur de 8,3 millions d'euros dans notre budget, même si nous sommes inquiets, comme tout le monde d'ailleurs, du marché de l'immobilier sur notre ville et plus largement en France. Si la crise économique et sociale perdurait ou s'aggravait, alors l'ensemble de nos recettes ne pourrait pas couvrir ces effets. Malgré ce contexte fortement dépressionnaire, nous avons le souhait de maintenir un service public et non pas parce que nous serions béatement optimistes, mais parce que ce que nous mettons à la disposition des citoyens de cette ville, c'est de répondre aux besoins qui sont exprimés. Et donc, nous avons un programme d'investissement qui va répondre à ces besoins exprimés. Dans ce cadre, permettez-moi de souligner que les grandes orientations politiques décidées au début de ce mandat fondent notre investissement. Ce n'est pas une gestion qui serait hors sol. Une fois de plus, ça répond à des besoins exprimés, ça répond à l'augmentation de la démographie, ça répond aux besoins en termes de place dans nos écoles ou encore en termes de place dans nos crèches. C'est ainsi que nous poursuivrons l'entretien de la voirie et du patrimoine communal. Nous apporterons une attention particulière sur la rénovation énergétique de nos bâtiments pour créer les conditions des économies d'énergie à venir. Le budget d'investissement consacre 11,14 millions d'euros au plan école. Citons notamment la réfection du groupe scolaire Guy Moquet-Estiendorf dont a parlé le maire pour plus de 8 millions d'euros. Une nouvelle école dans le Haut-Montreuil pour 580 000 euros. Évidemment, c'est le début de cette nouvelle école et non pas le prix définitif. C'est la création de classes à Nanteuil pour 440 000 euros ou encore la création de classes à Voltaire pour 600 000 euros. Dans le même temps, nous allons poursuivre la rénovation du groupe scolaire d'Hydro pour 750 000 euros et nous paierons le solde de l'école Louis et Madeleine Audru pour 230 000 euros. Nous continuerons l'aménagement de l'espace public, l'aménagement de la Croix de Chavaux pour 700 000 euros, l'aménagement d'une aire d'accueil pour les gens du voyage pour 280 000 euros, l'aménagement des espaces publics pour 1 480 000 en s'appuyant y compris justement ce dont parlait, le maire avec ce million d'euros mis à la disposition de nos antennes de quartier, et nous pourrons donc appuyer sur ces demandes, cette somme dont je viens de parler, ou encore l'aménagement des murs à pêche pour 1 410 000 euros. Les nouveaux projets seront le réaménagement de l'hôtel de ville pour accueillir tout le monde, y compris les personnes souffrant d'handicap pour 1 million d'euros. La saison 3 des BUPA, dont on sait que dans les quartiers, elle est attendue pour 1 million d'euros. Ou encore la réalisation des chemins de la Glisse pour 940 000 euros. Cette liste, évidemment non exhaustive, se veut l'illustration du niveau d'investissement dans tous les secteurs de la ville que nous prévoyons pour cette année. L'ensemble de notre investissement s'établira à 54 millions d'euros. Un peu plus de 12 millions d'euros seront consacrés au reste à réaliser sur l'exercice 2022 et 42 millions d'euros seront consacrés aux nouveaux crédits.
quelques éléments concernant le remboursement de la dette, puisque nous avons déjà commencé à aborder la question. Grâce aux opérations de refinancement menées entre 2018 et 2020, les échéances annuelles, et on a pu le constater sur les exercices précédents, et notamment dans le compte administratif qui vient d'être voté. Nos échéances annuelles ont nettement diminué, mais compte tenu de l'augmentation des taux, notre ville devra rembourser sur l'année 2023 18 millions d'euros. L'appurement, enfin, du compte 1069 dans le cadre de l'adoption de la nomenclature M57, je l'ai dit, nous oblige à inscrire des crédits à hauteur de presque 4 millions d'euros pour neutraliser ce compte. Cela aura pour effet de minorer, je l'ai dit, le résultat comptable en fin d'exercice et pèsera peut-être sur notre capacité d'investissement. Compte tenu du temps qui m'est imparti pour la présentation de ce budget primitif, je vous renvoie pour plus de précision au document de séance qui, je le rappelle, sera mis à disposition de tous les citoyens de Montreuil sur le site internet de la ville dans les 2 semaines à venir. En fait, on a un budget, en vous écoutant, on a un budget qui... ça pourrait se chanter, c'est je voudrais bien mais je peux point, c'est pas commode, voilà. Mais vous auriez pu dire à peu près la même chose sur un budget que vous auriez présenté, allez, on va dire sous Raymond Barre, quoi. Oui, il y a de l'inflation, mais en gros... Enfin, on n'est pas dans l'époque, quoi. Enfin, c'est vous êtes prudent, on y va doucement, on ne sait pas se projeter dans l'avenir, donc bah voilà, quoi. Hein, on fait comme on peut. Et puis ça donne un budget finalement sans aucune ambition, rabougri, où on gère à la godille, quoi, la petite semaine. Vous le dites vous-même, hein, vous ne pouvez pas faire de projection, donc vous faites avec ce que vous avez dans l'année, et puis on verra bien pour la suite. En tout cas, c'est clairement pas un budget climat. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, il se passe quand même des trucs. Rapport du GIEC, de toute façon maintenant on le voit. Hein, voilà. Il y a des villes, il y a des collectivités qui se sont mis à faire des budgets climat. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais je suis sûr que dans votre équipe et dans vos élus, il y en a qui doivent savoir. Qui permet de reprendre toutes les politiques et toutes les dépenses budgétaires sous l'angle de l'impact positif ou négatif en termes de climat et d'adaptation. Moi, franchement, dans cette lecture budgétaire, de toute façon, vous essayez même pas de prétendre, hein, parce que votre note de présentation, vous êtes honnête là, hein, vous dites « Cette ville tente modestement », je confirme, très modestement, de faire face aux enjeux climatiques, mais en gros, vous dites voilà, on va mettre un peu d'arbres, mais c'est tout. De questions de pollution, de questions de nature en ville, de biodiversité, d'adaptation au climat, il n'y en a pas. Peut-être ça viendra, hein. Peut-être que quand il n'y aura plus d'inflation et que vous aurez une visibilité à 10 ans, on aura des choses un peu écologiques, un peu environnementales et puis qui s'adapteront au climat. J'espère que ce ne sera pas trop tard. Donc voilà, clairement, on n'est pas dans... Et ça mériterait en fait une sorte de contre-budget qu'on ne peut pas faire. Donc je me suis limité à un certain nombre de sujets. J'ai 7 amendements sur ce budget, donc je ne sais pas comment vous voudrez qu'on procède, mais j'ai 7 amendements à proposer sur un certain nombre de lignes de ce budget. Mais avant ça, j'aimerais vraiment revenir sur ma question, qui n'était pas une question pour vous embêter, hein, vous savez, j'ai d'autres trucs à faire dans la vie, qui est de savoir vraiment, et là j'espère que vous avez quand même une vision à moyen terme, ce que le coût en fait d'Altaïs fait peser sur le budget 2023 et en tendanciel sur les années qui viennent. Et dans quelle mesure ça pèse sur les marges de manœuvre dont vous expliquez que là, elle pourrait être de 6 millions supplémentaires sous réserve de ce que, effectivement, nous réserve l'avenir. Mais c'est une vraie question. La Chambre régionale des comptes avait pointé le fait que cette collectivité avait tendance à peu provisionner pour risque. Et on sent que c'est encore quand même beaucoup le cas. Cette ville provisionne peu. C'est une obligation, hein, légale. En 2018, la Chambre avait compté 88 contentieux en cours pour la ville et des condamnations à payer latentes
qui était de mémoire de plus d'1 million, 1,5 million d'euros. Ma question, c'est où on en est aujourd'hui et pourquoi vous ne provisionnez pas davantage? Je sais qu'il y a quelques procès, hein, j'en connais quelques-uns, mais je ne sais pas combien ça fait en tout, parce que j'espère ne pas être le seul. Donc, comment ça pèse sur les risques encourus par la ville et comment vous provisionnez? Et donc, j'aimerais savoir combien d'instances sont en cours, sachant que, et c'est quand même assez curieux, alors que la ville est en justice, en défense ou en attaque, via le maire qui en a eu la délégation par le conseil municipal le 28 mai 2020. Curieusement, j'ai repris l'ensemble des décisions du maire depuis notre installation. Il n'y a qu'une décision du maire qui parle vaguement d'un contrat d'honoraires avec un avocat à la cour. Donc, comment il est possible que ça n'apparaisse pas dans les décisions? Donc, je suis obligé de vous demander, puisque là où les décisions où il devrait y avoir, où le maire devrait rendre compte à l'Assemblée délibérante sur ces instances, on ne les a pas. Donc peut-être un jour il faudrait nous les donner parce que c'est quand même un peu curieux. Il y a d'autres choses qui n'apparaissent pas dans les décisions du maire et qui devraient apparaître en prenant les délégations, on y reviendra peut-être. Vous parlez dans les questions budgétaires que la ville a déjà candidaté, enfin concourt déjà pour le fonds vert, qui est effectivement une des nouveautés qui pourrait permettre de gratter un peu de financement extérieur pour l'investissement. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce que ça reste assez allusif, donc quels sont les projets en fait sur lesquels vous espérez recevoir fonds vert? C'est 2 milliards d'euros à l'échelle nationale, donc on peut espérer quand même effectivement obtenir du financement. Et sur quoi vous avez essayé de candidater? Sur la question finalement des effectifs. Bon, on y reviendra sur d'autres sujets parce que ce sera plus simple. Mais en tout cas, ce qui est très pénible, c'est que ce budget, il a un certain nombre de lignes qui sont quand même très 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 globalisées, très agrégées. Ma collègue Choukrionis a eu la bonne idée de demander ce qui se cachait derrière un certain nombre de lignes autres ou divers. Je pense qu'elle va en parler, donc je ne vais pas déflorer, mais très sincèrement, on comprend mieux pourquoi on a du mal à trouver vos dépenses de communication habituellement en prenant le budget ou d'ailleurs le compte administratif. Et ben voilà. Dans toutes ces lignes divers, on trouve des dépenses de quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers d'euros parfois, de communication diverses et variées. On imagine quel prestataire il y a derrière, hein, parce que c'est à peu près toujours le même, et puis qu'il faut bien quand même aider le parti. Mais globalement, pourquoi mettre ces dépenses comme ça? Ça donne l'impression que vous les cachez un peu. C'est peut-être qu'une impression, mais il y a des lignes prévues pour ça dans le budget. Pourquoi aller les mettre cachées dans des trucs divers au milieu de tickets restaurants, de cars, voilà, et un peu de communication par-ci, un peu d'événementiel par-là. Tout ça, au bout du compte, finit par faire beaucoup, mais c'est bien dispatché un peu partout. En fait, ça caractérise bien. C'est comme pour les associations. Hein. On a eu beau demander, c'est omerta total. Pas de dossier, on n'a pas le droit d'avoir les dossiers manifestement, alors que certaines ont quand même des montants pas neutres, et que systématiquement vous refusez de mettre, que ce soit dans le compte administratif ou dans le budget, la valorisation des avantages en nature et notamment en termes de locaux, de terrain, etc. C'est une obligation, mais apparemment pas ici. Au passage, je vous invite à regarder un peu de près les obligations qu'il y a sur les plafonds d'aide d'État. Il n'y a pas une seule délibération de cette collectivité qui donne le cadre légal par rapport aux règles européennes en matière d'aide d'État. Il n'y a jamais de règle de minimi, jamais de régime d'exemption du TFUE, jamais. Si jamais un jour ça nous tombe dessus, ça va faire très mal, et ça va faire mal. Le problème, c'est que ça va faire mal aux associations, parce qu'elles devront rendre en fait les subventions qui auront été données en dehors de toutes les règles qui sont imposées sur ce genre de choses. Mais comme vous ne voulez pas en plus donner les dossiers qui vont avec, évidemment, on est dans un truc qui ressemble quand même furieusement à de l'opacité organisée,
avec bien beaucoup de clientélisme derrière, hein, ne nous voilons pas la face, et tout ça derrière des grands discours sur la façon dont vous allez tout bien faire malgré les contraintes de l'inflation, etc., etc. C'est pour ça que ce serait mieux si, au lieu de dire c'est pas bien de poser des questions quand on est un élu, vous répondiez, vous donniez les documents qu'on vous demande, parce que finalement ça lèverait des doutes. Ça permettrait de travailler dans une sérénité plus grande. Je suis sûr que vous vous énerveriez moins. Comme ça, quand vous oubliez de fermer votre micro, vous ne diriez pas des horreurs. Et voilà, je pense que tout le monde en profiterait. Vous savez que les questions sur lesquelles j'ai eu des réponses, la moitié du coup, je ne les pose plus parce que j'ai eu des réponses satisfaisantes. C'est terminé, c'est bon. Mais quand vous ne voulez pas répondre et que vous ne voulez pas donner les documents, pas donner les dossiers, que vous allez nous obliger à passer par la CADA pour le faire, eh ben, on se dit qu'il y a peut-être des trucs à cacher, quoi, hein, et qu'il y a peut-être anguille sous roche. Et quand c'est flou, il y a un loup. Voilà, comme disait une certaine dame. Voilà, je vais m'arrêter là, juste en signalant quand même, pour terminer... Je l'ai dépassé ou... Ah bah non, il me restait 3 secondes, vous me les avez volées, tant pis. En 2022, c'était l'augmentation des impôts qui avait permis d'équilibrer le budget. En 2023, ce sera au tour de la dette d'être mobilisée. En effet, le budget 2023 est équilibré avec un recours à l'emprunt de 33 millions d'euros, dont 27 millions d'euros d'emprunts nouveaux. De l'aveu même du rapport qui nous est soumis ce soir, si le contexte reste le même, la situation budgétaire de la ville se compliquera. Dans un tel contexte de tension financière, il est d'autant plus incompréhensible, monsieur le maire, que vous et votre majorité, vous continuez à naviguer à vue. Je vais illustrer mon propos en prenant ce qui se passe avec la relocalisation provisoire de la déchetterie au 120-124 rue Pierre de Montreuil, tant cet exemple est, me semble-t-il, assez emblématique de votre méthode de travail. En vous interrogeant en décembre dernier sur le sort de la subvention régionale de plus de 350 000 € obtenue en vue de la relocalisation de cette déchetterie et de la création d'une recyclerie au 18 rue Paul Doumer, j'apprenais que le projet de relocalisation était abandonné, mais que du fait des travaux du prolongement du tram, la déchetterie devait déménager pour libérer le foncier. Du coup, elle va être relocalisée en face de son emplacement actuel, accolée à des habitations. Il n'y a pas d'argent, mais près de 2 millions d'euros vont être dépensés pour cette opération provisoire. Monsieur le maire, voilà bientôt 10 ans que vous êtes maire de Montreuil. Près de 10 ans que vous savez que la déchetterie ne pouvait pas rester à cette place. Ça fait donc presque 10 ans que vous savez qu'il fallait trouver un nouvel emplacement pour cet équipement. Venir en toute hâte construire un projet temporaire de près de 2 millions d'euros quand on a eu 10 ans pour se préparer et bâtir un projet définitif, ce n'est pas sérieux. Cette navigation à vue a pour corollaire une grande opacité dans la conduite des affaires de la ville. Depuis le début du mandat en 2020, vous vous refusez toujours à mettre sur la table un plan d'investissement du mandat permettant de donner à voir le recensement des besoins et la priorisation que vous faites entre les différents besoins recensés. Les habitants, tout comme les élus que nous sommes, avons du mal à voir ce qui est prioritaire de votre point de vue et qui va donc être financé par rapport à ce qui ne le sera pas. La démocratie, ce n'est pas juste organiser des élections tous les 6 ans, c'est aussi pouvoir interroger celui ou celle qui est en position de gestion sur ses choix. Quand les choix ne sont pas faits dans le cadre d'un processus clair et que le conseil municipal consiste juste à venir voter ce que quelques-uns ont décidé entre eux, il y a non seulement manque de transparence, mais au-delà, il y a même un déni de démocratie. On découvre souvent des projets pourtant structurants pour la ville au dernier moment. Le budget 2023 ne coupe pas à cette règle, malheureusement. Pour illustrer mon propos, je prendrai le cas de l'école dite du Haut-Montreuil. L'an dernier, au moment du vote du budget 2022, vous nous demandiez de voter 500 000 € pour cette école dans le Haut-Montreuil. Nous n'avions pas plus de précision sur cette école ni sur son calendrier. Nous n'avions même pas sa localisation, pour dire vrai. En décembre dernier, vous avez retiré sans plus d'explication 400 000 € sur les 500 000 qui avaient été fléchés en mars. Ce soir, nous apprenons que cette école du Haut-Montreuil, c'est en fait un groupe scolaire de 24 classes, 9 classes de maternelle et 15 classes d'élémentaire, pour un coût de 17 millions d'euros hors taxes, qui doit être livré impérativement pour la rentrée scolaire 2025. Et nous apprenons que ce groupe scolaire sera construit sur l'emplacement de l'actuelle maternelle Méliès à la Boissière.
Avec la construction de cette école, vous voilà indirectement, bien entendu, rattrapé par la question des délaissés du tram, et vous donnez sans le dire une indication sur la densification que va connaître ce quartier de Branly-Boissière. Vous donnez un ordre d'idée aux Montreuilloises et aux Montreuillois, un groupe scolaire de 24 classes, c'est ce qu'il a fallu construire pour accueillir les 1200 logements de la ZAC Boissière-Acacia. Toujours dans le budget 2023, et toujours dans le quartier Branly-Boissière, on apprend qu'il va falloir rajouter la création de classes à l'école Nanteuil pour plus de 400 000 €. La construction des écoles de par la loi est une obligation pour la commune. Vous êtes donc obligé de tenir compte des arrivées de nouveaux habitants pour dimensionner les équipements scolaires. Mais bien vivre la ville ne saurait se réduire à cela. Où sont les places en crèche? Je rappelle qu'à Montreuil, les crèches municipales en 2022, c'est seulement 550 places. Où sont les équipements sportifs? La liste est longue. Cette méthode qui consiste à avancer sans poser les véritables enjeux est dangereuse. Combien de temps encore allez-vous avancer masqué? Combien de temps encore allez-vous d'une main bétonner encore plus et de l'autre écrire des récits écologiques et prenant la mesure de l'urgence climatique? Si avancer masqué est dangereux sur le plan démocratique, reconnaissons-lui au moins une vertu, un avantage à cette méthode. Elle vous permet de dérouler une communication et des slogans comme planter d'abord, construire ensuite, alors que dans les faits, ce que montre le budget que vous présentez ce soir, c'est une densification importante et construire encore. Ce soir, on va voter le 4e budget du nouveau mandat et on aurait aimé vous entendre sur les investissements pour l'entretien de la voirie, sur la ville marchable. Par certains endroits, les marquages au sol s'effacent, les feux de signalisation sont en piteux état, de nombreux chantiers débordent de manière anarchique et les trottoirs sont supprimés sans qu'aucun aménagement temporaire ne soit mis en place pour assurer la sécurité des piétons. Les piétons sont obligés de marcher sur la route. Cette dégradation montre votre manque d'investissement dans la prise en compte du quotidien de vos administrés. Comme je le disais l'an dernier déjà, il s'agit là d'un investissement ingrat, un investissement indispensable pour le quotidien, mais malheureusement, il ne permet pas de grands plans de communication. Déjà l'an dernier, je soulignais que dans une ville en chantier permanent, on aurait aimé débattre par exemple des investissements nécessaires pour adapter la ville aux personnes en situation de handicap. La loi oblige à s'adapter pour rendre la ville accessible. À Montreuil, on déclare la ville inclusive. Plusieurs diagnostics sont faits, mais malheureusement, on attend toujours le plan d'envergure permettant de rendre la ville praticable pour toutes et tous. Comme l'an dernier déjà, s'agissant de l'état de malpropreté de la ville et malgré votre engagement de diviser par 2 les déchets, au-delà de la communication, on a du mal à voir les actions concrètes engagées pour atteindre ce résultat. Vous affirmez l'éducation comme une priorité. On a du mal à le croire quand on voit l'état de certaines écoles, dont les cours de récréation, par manque d'investissement chronique, deviennent dangereuses pour les enfants. Je pense par exemple aux 2 cours du groupe scolaire Jean Jaurès. Les parents vous interpellent depuis 2021 sur l'état de dangerosité des cours et malheureusement, la situation n'a pas été prise en compte à temps et ce sont les enfants qui en ont payé le prix. En demandant le détail des travaux prévus sur les cours d'école, il m'a été répondu que des travaux auraient lieu sur la cour de l'école Jean Jaurès, sans préciser d'ailleurs s'il s'agissait de la cour de l'école maternelle, de celle de l'élémentaire ou des 2, puisqu'il s'agit effectivement de 2 cours qui communiquent. Je rappelle juste que ces 2 cours, donc non seulement communiquent, mais qu'en 2022, 3 enfants ont été gravement blessés suite à des chutes dans cette cour. Un enfant de 8 ans en élémentaire a eu un visage tuméfié pendant une semaine et un enfant de maternelle, donc lui, a eu un plâtre pendant 3 mois. C'est dire l'état de dégradation de ces 2 cours. Je conclurai mon propos en disant que ce budget primitif 2023, comme les précédents, s'inscrit dans une forme de fuite en avant qui augure de réveils douloureux pour les Montreuilloises et les Montreuillois qui, en plus de l'augmentation de leurs impôts, vont se retrouver avec une ville encore plus endettée. Pour rappel, en 2014, lorsque vous êtes arrivé aux responsabilités, monsieur le maire, l'encours de la dette de la ville était de 178 millions d'euros. En 2023, si les 33 millions d'euros de dette prévus au budget sont mobilisés, au 31 décembre 2023, l'encours de la dette de la ville s'établira à 239 millions d'euros. 10 ans de votre gestion, au-delà de l'augmentation des impôts, ce sera aussi
une augmentation de la dette de la ville de plus de 61 millions d'euros pour les résultats qu'on connaît. Ce que nous souhaitons souligner, c'est qu'en dépit de ces incertitudes nombreuses, nous avons construit les équilibres avec un double objectif, celui de préserver le périmètre du service public, en particulier le service public de proximité ou de quotidienneté d'une part, et celui de soutenir un effort d'investissement moyen à 35 millions d'euros d'autre part. Et parmi les grands efforts qu'il me semble incontournable d'évoquer, c'est celui de l'adaptation de notre ville au changement climatique. Alors que nous entamons une deuxième année consécutive frappée par la sécheresse, l'année 2023 est marquée par une accélération très notable de nos politiques en matière d'adaptation aux effets délétères du changement climatique. Débitumisation, cours oasis, lutte contre les îlots de chaleur, plantation d'arbres, de très nombreux arbres, 5000 dans les 3 prochaines années. D'ailleurs, permettez-moi de dire que je suis atterré par la quantité de contre-vérités sur ce sujet venant de personnes dont on attend qu'elles soient expertes sur ces sujets et qui, au lieu de cela, répètent des bêtises, comme par exemple sur le stockage du carbone. Il faut lire les études, il faut les comprendre ou se les faire expliquer par des experts. Ce sont des sujets sérieux. Et je trouve assez regrettable ce cherry-picking et cette instrumentalisation qui cache en fait assez maladroitement un conservatisme inavoué, qui ne rend pas service à l'immense défi que nous avons devant nous. Non pas seulement pour réduire les émissions de CO2, c'est le gros morceau, ou la concentration de particules fines dans l'atmosphère, mais pour préparer notre ville à s'adapter aux nouvelles conditions climatiques. Donc permettez-nous, pendant que vous inventez des faits alternatifs, nous, de travailler en changeant de braquet pour planter, permettre à l'eau de pénétrer les sols et être à la hauteur de ce défi générationnel qui se passe bien de caricatures, d'incantations ou de sophismes, mais qui s'appuie sur le travail, l'engagement, la constance, l'assiduité et beaucoup de conviction pour dépasser les conservatismes, les blocages ou les nombreuses oppositions. Je souligne à cet égard également les politiques de mobilité. En 2022, le quartier pilote Solidarité Carnot a bénéficié d'un plan de circulation protecteur qui a permis la restitution d'espaces auparavant dévolus au trafic routier pour les piétons et la revégétalisation. Le premier espace a été aménagé il y a quelques semaines. La place Carnot, elle a vu son espace piéton et végétal augmenter de 70%. Dès qu'il fera beau, et je le souhaite, nous pourrons, j'imagine, inaugurer cet espace identitaire d'une politique d'apaisement et de réduction de la place de la voiture en ville. Nous avons d'ailleurs, pour le clin d'œil, reçu des élus du conseil municipal de Buenos Aires, à l'autre bout du monde, des élus de France entière, venus voir de leurs propres yeux les politiques ambitieuses qui se mettent en œuvre à Montreuil. En 2023, la ville conduit de nouvelles études de circulation dans plusieurs quartiers de notre ville pour étendre cette politique à d'autres quartiers et préparer l'arrivée désormais imminente de la mise en exploitation de la ligne 11 du métro et le boulevard paysager le long du tram T1. Je voudrais souligner également notre mobilisation pour plus de bus et des transports du quotidien dignes ou la livraison prochaine du tram T1. Aux abords du tram T1, une nouvelle ville se pense et va se construire. Elle devra être résiliente, écologique, solidaire, culturelle, éducative, vivante et permettre aux Montreuilloises et Montreuillois de trouver des logements à des prix accessibles. Par ailleurs, la ville s'engage cette année les études préalables au réaménagement de la Croix de Chavaux. Et nous avons hâte, également sous le pilotage de mon collègue Gaylor Le Shaker, mais également en lien avec Catherine Dehé ou Mireille Alphonse et d'autres élus, de présenter aux habitants le Grand Chemin, la boucle verte de l'Est parisien, un projet essentiel de renaturation qui va se construire dans les prochaines années à Montreuil et au-delà. Nous y reviendrons bientôt. Ce budget, et vous savez que les socialistes sont constants sur le sujet, poursuit son effort sur l'école, qui demeure le premier budget de la ville. Plus de 50 millions d'euros seront investis également dans les prochaines années, avec notamment la reconstruction de l'école maternelle Guy Môquet, la rénovation des écoles d'Estienne d'Orvre et d'Hydro, et la construction d'un nouveau groupe scolaire dans le Haut-Montreuil. Vous pouvez compter sur vos élus socialistes, pour poursuivre ce travail dans cette majorité. Et nous appelons, bien sûr, à voter ce budget primitif sérieux et qui prépare l'avenir de notre commune. Notre interrogation se situe davantage au niveau des dépenses de fonctionnement et plus particulièrement sur notre capacité à mobiliser le personnel nécessaire à nos ambitions pour répondre aux besoins sociaux et écologiques. La baisse des dotations de l'État continue
et nous sommes soumis plus que jamais au plafonnement de l'évolution des dépenses de fonctionnement. Nous réaffirmons notre position sur ce point. Nous craignons les effets pervers que peut avoir cette contrainte sur notre soutien aux associations et structures du domaine de l'environnement, de la culture et de la solidarité. Nous soulignons que ce budget fait le choix de limiter notre recours à l'emprunt et donc notre endettement, préservant ainsi l'avenir de notre jeunesse. Les décisions d'aujourd'hui sont l'héritage des générations futures. La très forte hausse des coûts de l'énergie, qui représente une augmentation estimée de 1,6 million d'euros pour notre ville cette année, confirme par ailleurs la nécessité de doubler nos efforts en matière de transition énergétique. L'objectif est clair, nous devons accélérer la rénovation des bâtiments communaux. Dans un effort commun avec nos concitoyens et concitoyennes, nous devons lutter contre la consommation énergétique excessive qui creuse les budgets et sont une catastrophe pour le climat et notre environnement. Pour les écologistes, l'investissement ne se résume pas à la performance énergétique des bâtiments existants ou à des nouveaux aménagements. Nous devons également continuer l'électrification et la rationalisation de notre flotte automobile, puisque c'est un sujet qui me tient à cœur et qui est révélateur notamment des limites de l'exercice dans un cadre d'un budget restreint, puisque nous ne sommes pas encore en l'état de respecter les contraintes de la ZFE, mais qui ont permis malgré tout, avec tous les efforts depuis ces dernières années, de réduire de 15% nos émissions de CO2 liées à la consommation de carburant depuis le début du mandat. Investir pour un territoire, c'est aussi investir dans l'humain, et cela passe par des services publics forts, qui innovent, grandissent et se consolident. Le développement de l'offre des soins à Montreuil en 2023, le renforcement des services à la petite enfance et le soutien aux parents et parentes isolés en matière de restauration et d'activités périscolaires trouvent leur place dans ce budget. En même temps que nous investissons pour préserver notre climat, nous devons agir pour que personne ne reste au bord du chemin. C'est pourquoi cette année encore, nous voterons un budget en légère augmentation du CCAS à hauteur de 1,8 million d'euros, afin de répondre aux besoins de nos concitoyens et concitoyennes dans une période éprouvante qui voit la pauvreté s'étendre et les inégalités se creuser. Notre volonté est de mener ensemble la transition écologique et politique de solidarité. Cela pourrait se traduire dans le cadre de ce budget par la mise en place d'indicateurs permettant de distinguer les lignes budgétaires favorables à l'égalité femmes-hommes ou au climat. Ces indicateurs seraient un moyen supplémentaire pour mesurer et développer l'engagement de notre collectivité dans ces domaines. Ils permettraient aussi de garantir qu'un euro dépensé pour notre collectivité est un euro utile pour le climat et l'égalité. En premier lieu, il faut noter qu'il montre dans nos dépenses de fonctionnement un niveau de réalisation de nos politiques satisfaisant, qui montre l'efficacité du travail de notre municipalité pour les Montreuilloises et les Montreuillois. Concernant le taux de réalisation des investissements, il atteint aujourd'hui 68% et augmente régulièrement depuis 10 ans. À ce sujet, et à ceux qui fustigent dans leurs propos les soi-disant fonctionnaires trop nombreux, rappelons-leur que ce sont ces hommes et ces femmes qui œuvrent pour les travaux d'amélioration et de création d'équipements dans notre ville. C'est donc toute une chaîne économique qui repose sur elles et eux, ne l'oublions pas. Nos dépenses en charge de personnel restent constantes, ce qui montre notre volonté de maintenir nos services, mais malheureusement notre impossibilité de les augmenter, à l'exception de la réalisation de la promesse du mandat de recruter des policiers municipaux, des ATSEM pour nos écoles maternelles et des personnels de santé pour nos CMS. Autre point qui mérite notre attention, le budget du CCAS qui doit faire l'objet de notre attention au regard des besoins qui croissent. Nous notons l'augmentation, par ailleurs, certes mesurée, des subventions aux associations. Au sujet des associations, il faut féliciter le service, le SMRVA, pour son travail auprès d'elles, alors qu'il doit travailler en mode dégradé du fait des difficultés de recrutement déjà évoquées au début de ce conseil municipal. Rappelons que concernant les prestations en recettes, nous avons récemment voté l'abattement des prestations pour les parents isolés. Pour notre groupe, nous sommes aussi attachés à la mise en place de la cantine gratuite pour les plus pauvres pour l'avenir. Des réalisations comme la mise en place de dispositifs de rue aux écoles se développent. Il faut redire ce défi, car notre ville dispose d'un linéaire de voirie exceptionnel du fait de sa taille et sur lequel il a été trop longtemps sous-investi. Le coût de rénovation avec des dispositifs qui prennent en compte le défi climatique est phénoménal. Nous devons améliorer les pistes de recherche, de participation des acteurs publics et privés qui construisent ou réalisent de grands travaux sur notre territoire.
Dans ce contexte, nous avons annoncé la mise en place de projets ambitieux comme la nouvelle maison populaire qui, nous l'espérons, pourra comprendre une salle polyvalente pour les initiatives citoyennes. Nous n'oublions pas le projet de cantine publique à laquelle notre groupe est aussi attaché. Ce sont là des projets qui sont et resteront pour nous des priorités tout au long du mandat. Nous terminerons dans nos propos en rappelant que le contexte actuel ne fait pas espérer des lendemains qui chantent pour les finances locales. Pour faire face à ces difficultés, l'enjeu est dans la méthode à retenir pour y réfléchir ensemble. Pour ce faire, nous pensons que l'une des clés réside dans la généralisation des outils démocratiques qui permettent l'expression des habitants. Faisons confiance à l'intelligence collective, c'est dans ces conditions que nous parviendrons à porter notre programme et ses mesures utiles aux habitants. Au-delà de ces commentaires positifs qui, vous l'aurez compris, nous conduiraient à voter ce budget, nous souhaitons que se poursuive une réflexion plus prospective sur l'allocation de nos budgets d'investissement afin de mieux anticiper les difficultés à venir du fait de l'accélération du changement climatique et de ses conséquences sur le quotidien des Montreuilloises et des Montreuillois. Mais aussi de manière plus prosaïque, des conséquences sur le budget de la ville. Le secteur du bâtiment, qui intègre le patrimoine public, les résidences et les bâtiments tertiaires, est un des principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre à Montreuil comme dans le reste du pays. Ce secteur est aussi fortement consommateur d'énergie, environ 30%, à peu près à égalité avec le secteur des transports. De fait, baisser la consommation énergétique des bâtiments en engageant des programmes ambitieux de rénovation énergétique doit être la priorité de nos investissements. La rénovation des bâtiments permettra d'alléger les dépenses énergétiques de la ville, mais aussi de réduire les dépenses contraintes des habitants et de diminuer les émissions de gaz à effet de serre pour nous permettre de nous rapprocher de l'impératif fixé par l'Accord de Paris. Ces efforts doivent concerner notre patrimoine public pour montrer l'exemple. Ils doivent aussi permettre de renforcer l'accompagnement des ménages pour accélérer la rénovation thermique des logements. Avec plus de 50 000 logements à Montreuil, le challenge est conséquent. Nous en sommes conscients. Mais avons-nous d'autres choix ? La résorption de l'habitat indigne, l'éradication des passoires énergétiques, l'encouragement des propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, à rénover leur logement, doivent être nos priorités. Et ces priorités devraient être plus visibles dans nos investissements. Notre groupe s'inquiète des difficultés rencontrées par le bloc communal pour mettre en œuvre de façon suffisamment rapide les changements structurels nécessaires dans ce secteur du bâtiment. Nous souhaiterions également que des efforts soient renforcés pour aller chercher les financements disponibles dans les instances nationales ou européennes qui sont spécifiquement dédiés à la rénovation énergétique. Accompagner l'épanouissement et l'émancipation, toujours, à travers le budget alloué aux politiques culturelles. C'est un budget que nous continuons à sanctuariser et en tant que délégué à ces politiques, je tiens à remercier le maire et la municipalité pour ce choix qui n'est pas facile à tenir. En France, je le rappelle, le financement des politiques culturelles est porté à plus de 70% par les collectivités territoriales. Et plus des 2/3 de ces 70% sont portés par le bloc communal, donc la commune et les groupements de communes. Dans ce contexte, Montreuil et Est ensemble portent largement leur part. Nos budgets en témoignent. Et si nous portons largement notre part, c'est parce que nous sommes convaincus que l'éducation et la culture sont des vecteurs d'émancipation individuelle et collective, des vecteurs de liberté, de démocratie et de transformation sociale. Que ces politiques ne sont pas un à côté des autres politiques publiques, mais bien au cœur de ces politiques. Or, la compétence culture n'est pas une compétence obligatoire. Elle est depuis la loi NOTRe une compétence partagée entre l'État et les collectivités territoriales. Or, ici comme ailleurs, l'État s'est spectaculairement désengagé ces dernières années. Un petit exemple qui nous concerne, la participation financière de l'État au Conservatoire d'Est Ensemble est passée de 330 000 € en 2013 à 50 000 € en 2021. Sachant que les cotisations des familles couvrent moins de 10% des coûts de fonctionnement des conservatoires, ça vous donne une idée de la volonté politique qui est nécessaire au maintien de ces établissements. Idem pour nos cinémas publics, pour nos théâtres publics, nos centres d'art, qui au-delà de la simple diffusion sont des outils de création à nul autre pareil et des leviers essentiels d'action culturelle, d'ouverture sur les autres et le monde, de sociabilisation, de découverte et de rencontre. Voici donc les réponses que je peux apporter aux observations qui ont été formulées. Concernant Altaïs, comme le dit M. Cerne, nous ne sommes pas responsables du choix qui ont été faits concernant ces locaux. Il est vrai que le bâtiment Altaïs pèse d'un poids certain dans nos dépenses de fonctionnement, juste à rajouter quand même que
pour nos agents, le fait de travailler à la Tour Altaïs rénovée est évidemment une amélioration de leurs conditions de travail que vous auriez pu éventuellement souligner. C'est d'ailleurs pourquoi nous allons engager un certain nombre de travaux et essayer autant que faire se peut de sous-louer un étage qui permettrait de baisser les frais qui sont inhérents à cette structure. Concernant les contentieux, vous avez raison de souligner que vous y participez de façon assez significative. Il est vrai que nous n'avons pas de provision dédiée à ce sujet. Cela étant dit, vous aurez remarqué que dans notre CA comme dans notre budget, parce que nous sommes conséquents en termes de gestion des finances de cette ville, nous avons toujours fait face aux dépenses imprévues. En matière d'écologie, on a parlé d'un budget très modeste. Pourtant, rien qu'au titre du fonds vert, puisque c'était une de vos questions, ce sont plus de 7 millions d'euros de dépenses que nous allons engager, réaliser. Ces crédits viendront bien sûr s'ajouter à nos crédits d'investissement courants. Le nouveau groupe scolaire Méliès, le programme sur lequel nous serons amenés à délibérer tout à l'heure, répondra ainsi aux normes environnementales exigeantes. C'est-à-dire dans chaque programme de construction de bâtiments communaux nouveaux, nous nous efforçons de rentrer ce type d'exigence. Pour en revenir au fonds vert, les dossiers que nous avons déposés, puisque c'est une de vos questions, rénovation énergétique des bâtiments communaux, écoles, gymnases, pour 2,35 millions de dépenses envisagées, 1 177 000 sollicités au titre du fonds vert. Un plan lumière pour réparer, renouveler et améliorer la performance énergétique et embellir la ville. 1,7 million de dépenses, 850 000 euros sollicités. Sur ce budget-là, vous n'êtes pas sans savoir que cette opération a commencé il y a déjà quelques années. Le plan lumière, donc on vient d'en parler. La renaturation, perméabilisation, végétalisation des stationnements et des espaces publics bitumés, 2,5 millions de dépenses pour 1 250 000 sollicités. L'aménagement paysager autour du Pump Track pour 220 000 euros de travaux, 110 000 demandés. Renaturation de la cour de l'école maternelle Jean Jaurès pour la transformer en cour oasis à hauteur de 200 000 de dépenses pour 60 000 demandés. Ce qui répond à la question de Madame Younis. La cour d'école élémentaire dépend d'études sur le réseau d'assainissement que nous réaliserons en cours d'année. Végétalisation et réaménager le square Beethoven en un îlot de fraîcheur pour les riverains dans un secteur urbanisé, 270 000 euros de dépenses, 135 000 demandés. J'ai aussi entendu parler d'opacité, voire de volonté délibérée de camoufler certaines dépenses. Pourtant, comme cela a été indiqué par M. Stern lui-même, le détail demandé sur les différents comptes a été transmis lors de la commission technique permanente du 27 mars. Et dans le compte-rendu de cette réunion transmis le mardi 28 mars, il n'y a donc aucune volonté de notre part et surtout aucun besoin de cacher quoi que ce soit, puisqu'il n'y a rien à cacher. Alors évidemment, on peut continuer à raconter que nous voulons absolument pas donner les éléments, mais j'ai là évidemment en ma possession, mais vous avez les mêmes, 22 pages de questions et de réponses à vos demandes et et celles de Madame Choukri. Il est quand même extraordinaire de continuer à dire, allez, disons n'importe quoi. Concernant les dépenses de communication qui occupent beaucoup certains de nos collègues, je veux ainsi vous préciser que les crédits, qu'ils soient au CA 2022 comme au BP 2023, seront répartis entre les lignes 60 632 fourniture de petits équipements, 61 35 location immobilière, 61 88 autres frais divers, 62 37 publication.
et 62,88 autres services extérieurs, en fonction évidemment de la nature des dépenses. Ce que je voudrais souligner sur ces comptes-là, c'est qu'ils sont absolument identiques, évidemment, puisque c'est une nomenclature nationale, à l'ensemble des villes de France et de Navarre. Donc quand on dit on n'est pas capable d'aller chercher, il suffit de demander. Voilà. Mais pas seulement à nous, il suffit de demander à n'importe qui s'occupe des finances locales pourra répondre à vos interrogations. Et évidemment, il n'y a pas plus d'absence pour trouver les sujets quand on ne souhaite pas aller chercher les réponses. Le total des dépenses de la direction de la communication pour le BP 2023, et c'est inscrit comme cela, est d'1 630 700 000 €, y compris l'événementiel. Je ferai juste remarquer que, par exemple, le fait d'organiser un événement pour empêcher la venue sur notre ville d'Éric Zemmour peut être compris dans ce type de dépenses. Une question avait été aussi posée par mail sur l'enquête d'opinion réalisée en 2022. Alors, comme s'il n'y avait qu'à Montreuil qu'on faisait des enquêtes d'opinion. On se moque du monde. L'enquête sur le climat municipal, puisque c'était évidemment, et elle n'a rien de nouveau, c'est quelque chose qui se répète non seulement depuis la mandature précédente, mais celle d'avant c'était la même, et celle d'avant c'était encore la même. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Concernant donc cette question qui a été posée, l'enquête sur le climat municipal a coûté 46 200 € TTC. Elle est imputée sur la nature 62,88 autres services extérieurs au compte administratif 2022. Je voudrais juste rassurer ceux qui sont inquiets pour leur dire que sur le budget 2023, il n'est pas prévu d'enquête d'opinion. Concernant les associations, la demande de M. Cerne porte sur 16 associations dont il a précisé donc que c'était nos clients dans son propos, et il sera noté comme cela, et il sera noté, je l'espère, comme cela, et il sera noté comme cela dans le procès verbal, puisque c'était du clientélisme. C'est exactement ce que vous venez de dire. Je voudrais juste dire que ce n'est pas insultant pour nous, parce que, quelque part, ma foi, allez, on a non seulement l'habitude, mais ça fait partie du jeu. Mais c'est un peu insultant pour ces associations parce que, évidemment, je pourrais lire la liste que nous a demandé quand vous avez, je sais pas, vivre la ville à vélo, par exemple. C'est sûr que c'est des clients, ces gens-là, mais bien sûr. Et que nous souhaitons quelque chose d'eux. Mais au-delà de ça, il y a d'autres associations comme Aurore. Je veux dire, des gens qui sont sur le terrain, qui sont sur le terrain depuis des années, et qui sont des gens qui rendent service à la population. Et nous l'avons vu lors du Covid, lors de la survenue du Covid sur notre ville. Et donc moi, ma question, elle est évidemment de dire que quand nous posons une question le 28 mars à 14h29, peut-on espérer sincèrement que les services aient le temps de répondre à la demande? Ça n'est pas évidemment sérieux. Cependant, je note avec satisfaction que vous dites, Monsieur Cerne, avoir reçu plusieurs réponses complètes. Je vous confirme que notre volonté est bien de travailler en ce sens. Je pense que cela a largement été démontré avec les éléments transmis dans le cadre de la commission technique permanente, où on vous a lu, mais aussi envoyé les réponses aux questions que vous posiez. C'est une question de temps qui nous a matériellement rendu impossible le fait de répondre à la totalité, je le répète, 22 pages de questions émanant de vous, Madame Choukri, sur le niveau de la dette. Bon, moi je veux bien. Je vais relire simplement sur le niveau de la dette pour pardonnez-moi, je me dois de vous arrêter, Philippe Lamarche. Oui. Je voulais en avoir la confirmation formelle. Oui. Et donc, sur la base de l'article 28, je fais un rappel ferme au règlement. L'article 28
indique que le maire peut retirer la parole à tout conseiller qui tiendrait des propos à caractère haineux, raciste, négationniste, sexiste, homophobe, injurieux ou diffamatoire ou qui adopterait un comportement contraire aux valeurs de la République. À ma demande, 5 conseillers sont venus me confirmer que le conseiller municipal Pierre Cerne avait traité Philippe Lamarche de gros porc alors qu'il était en train de parler, ce que j'avais également entendu. Je fais donc un rappel au règlement et j'indique que nous ferons diligenter une enquête des avocats de la ville de manière à envisager les poursuites qu'il convient de donner à cette insulte proférée. Et je vous appelle, Monsieur Cerne, à vous en tenir à l'ordre du jour du Conseil et à cesser de tenir des propos injurieux dans cette Assemblée. Philippe Lamarche, je veux te dire au nom du Conseil municipal et de la majorité que de tels propos nous indignent et que nous sommes solidaires de ta personne et de la dignité qu'en tant qu'adjoint et conseiller municipal tu as droit, mais en tant qu'être humain, tout simplement. Merci Philippe Lamarche, et je veux le redire, nous sommes extrêmement désolés pour les gens qui nous regardent qu'une telle situation soit possible. Merci Monsieur le maire. Je vais finir pour répondre à la question de Choukri Younis, excusez-moi, de Madame Choukri Younis, qui était, je le rappelle, maire adjointe sur l'ancienne mandature. Elle ne peut pas ne pas savoir. Elle ne peut pas ne pas savoir que notre budget, premier budget, était celui de 2015 et que ce qui s'est passé antérieurement à cette date-là étaient les conséquences d'un budget qui avait été voté sous l'ancienne mandature, c'est-à-dire sous la mandature de Dominique Voynet. Et donc je prends simplement, et c'est ça qui m'intéresse, le document qui est à la disposition, et pour ceux qui nous regardent encore, je voudrais leur dire que c'est page 40. Je vais lire simplement. Au 31 décembre 2022, l'encours de la dette de la ville atteignait 206,11 millions d'euros. Durant les 7 derniers exercices, donc de 2015 à 2022, dont nous étions responsables, l'encours de la dette aura diminué de 11,74 millions d'euros, soit 5,39%. Si l'encours de la dette est effectivement importante, 1 840 euros par habitant, la ville maîtrise son endettement et veille à sa structure. Et puisque vous avez eu l'occasion d'évoquer le rapport de la Cour des comptes régionale, je propose à ceux qui nous regardent encore et ceux qui pourraient se poser des questions d'aller voir ce document et de voir ce que disait effectivement la Cour des comptes régionale. Sur le niveau de la dette de notre collectivité, je viens de le dire, sur les suppositions, les supputations quant à éventuellement des emprunts toxiques qui seraient dans la ville, blablabla, blablabla. Nous avons eu l'occasion, lors de la dizaine d'années qui vient de s'écouler, de dire qu'il n'y a aucun emprunt toxique dans la ville et qu'il n'en sera jamais, à moins que vous ne sachiez pas ce que ça veut dire, évidemment, jamais contracté par la ville. Tous nos emprunts sont visés par nos conseillers en finance et sont évidemment validés par notre administration et par l'ensemble des élus. Enfin, j'ai entendu parler de densification de la ville. Bien sûr, la pression foncière reste importante, c'est le signe et c'est dit partout, me semble-t-il, y compris dans la presse, que nous sommes une ville attractive, ce dont on ne peut évidemment pas se plaindre. Mais je peux vous dire que nos efforts pour maîtriser la production de logements engagés depuis la révision du PLU sous la responsabilité de Gaylor, de 2016 à 2017, n'ont pas été vains. Ainsi, l'étude récente qui a été menée sur nos besoins en équipement scolaire et notamment sur le Bas-Montreuil au regard des constructions de logements prévues, a montré que la réduction du nombre de logements a diminué chaque année et a permis d'écarter au moins jusqu'à l'horizon 2030-2031
le besoin d'un nouveau groupe scolaire dans le Bas-Montreuil. Je voulais juste, effectivement, Monsieur Cerne, m'excuser. J'ai cité Aurore, vous avez raison, ce n'est pas Aurore, je m'excuse parce qu'il y en avait quand même un bon paquet dont vous demandiez, c'est Neptune. C'est pas rien Neptune pour la ville de Montreuil. C'est des gens avec qui on travaille sur l'insertion. C'est des gens avec qui on travaille sur les tiges, c'est-à-dire les travaux d'intérêt généraux, et c'est des gens qui sont établis bien avant que vous ne soyez conseiller municipal, et qui seront là évidemment bien après que vous ayez disparu. J'ai 7 amendements, donc de toute façon, comme c'est vous qui dirigez les débats, vous me dites. Oui, c'est pour ça que j'ai appelé à votre intervention. Très bien. Je veux juste préciser que demander à avoir des précisions sur des subventions d'associations, ça ne veut pas dire qu'on soupçonne quoi que ce soit. VVV, enfin l'association vélo, je les connais, enfin voilà. Je vous demande de présenter. On n'a pas le droit de demander un dossier d'association. Et donc, pour celui qui traite le gouvernement ukrainien de fasciste, je pense que les excuses, j'attendrai qu'il y en ait eu dans l'autre sens. Franchement, il y a des degrés quand même dans les choses sachant qu'il m'a insulté pendant la commission permanente, ça va quoi. Hein. J'ai justement un amendement sur les associations, sur les crédits aux associations. Non mais là, c'est pas du tout, c'est impossible de parler dans cette ambiance. Vous êtes tous dans la haine, donc je me tais. Merci. Je demande à je constate que le conseiller ne souhaite plus présenter ces amendements et les soumettre au vote. Je mets donc aux voix l'adoption du budget primitif 2023. Qui est contre? 2 votes contre. Qui s'abstient? Pas d'abstention. Qui est pour, pardonnez-moi. Merci beaucoup. Nous passons au vote des taux de fiscalité directe locale pour l'année 2023.